Go, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur les formations et les métiers de demain. Donc ici Marc Weigure à l'animation. À mes côtés, on le voit à peine, mais Philippe Fioravanti qui est avec nous dans cette salle de l'ENSAM. Et à mes côtés, donc on va faire un petit tour de table pour présenter donc les personnes ici présentes. En commençant tout de suite donc par Anil Veladende. Bonjour, enchanté, Anil Veladende, donc je suis directeur général adjoint de Kedge. Alors, je suis très heureux d'être ici puisque j'ai fait mes études aux arts et métiers, donc j'ai un profil d'ingénieur et j'ai passé une vingtaine d'années dans l'industrie et dans le e-commerce avant de rejoindre Kedge au mois de septembre de l'année dernière. Donc, très heureux d'être avec vous. Super, merci Anil. Et donc ensuite on a Alexandre Camus, moi je suis secrétaire général de l'UMN Gironde, la fédération des entreprises de la métallurgie. Je suis également très heureux d'être ici, puisque notre fédération est très impliquée depuis fort longtemps dans les sujets des compétences et de la formation, et en particulier à travers des partenariats avec l'ENSAM. On aura l'occasion d'y revenir. Merci Alexandre. Donc, Stéphane Figueras, je suis également, comme tout le monde ici, très content d'être là. Je suis responsable pédagogique à l'école d'ingénieurs du CESI. Notre présence ici est intéressante parce qu'on a un laboratoire qui s'appelle l'INEAC, dont les thématiques est d'intervenir sur l'usine du futur et la vie du futur. Très bien. Jean-Paul? Oui, donc Jean-Paul Calès, moi aussi je suis ingénieur dans les métiers, donc je suis très aussi content d'être ici. Donc, je fais partie de ces gars qui ont créé une entreprise qui s'appelle le Capin Gelec. Je suis aussi là au titre du club de la Nouvelle-Aquitaine et président du conseil de centre de notre chère école. Super, et on termine avec Xavier. Donc Xavier Aubard, donc directeur du campus en métier de Bordeaux Talent. Très heureux de vous accueillir pour cette table ronde et puis très heureux d'accueillir aussi tous les industriels qui viennent sur le campus, soit pour donner des cours, soit pour participer à des activités de recherche, de formation, et ou alors des transferts. On est capable aussi de réaliser des produits, notamment pour des premières séries et autres. Donc, des transmissions d'établissements. Super, donc c'est une belle table ronde qu'on a ici. Alors je vous rappelle pour ceux qui nous écoutent et qui nous voient que vous pouvez nous adresser vos questions dans le chat. Philippe à ma droite donc nous les reportera et on y répondra en live si nécessaire. Alors avant toute chose, j'aimerais quand même pour ouvrir cette table ronde rappeler que les accès à la formation connaissent une mutation très forte dans la période actuelle. On ne va pas vous rappeler évidemment la crise sanitaire que nous vivons tous actuellement, mais on constate aussi que les organisations, les organismes, les établissements de formation, finalement, sont aussi un peu interrogés peut-être dans leur mission au regard de la période actuelle, au regard aussi des attentes des étudiants et puis aussi des besoins des entreprises. Alors sur ces besoins des entreprises, Alexandre, justement, comment est-ce que vous pourriez préciser la chose, puisque vous m'avez dit en préparation de cette table ronde que vous aviez une sensibilité particulière sur les enjeux des compétences, en particulier en termes de lien avec ce qu'on appelle l'industrie 4.0. Oui, alors c'est un point qui est tout à fait essentiel dans la transformation que vit actuellement l'industrie 4.0, qui n'est pas qu'un phénomène technologique. C'est vrai que l'industrie 4.0, c'est l'arrivée à maturité concomitante de beaucoup de technologies nouvelles qui trouvent des terrains d'application dans l'industrie, que ce soit la robotique, la numérisation des chaînes de production, la fabrication additive, etc., qui sont en train d'arriver en même temps. Mais au-delà de ça, c'est aussi un phénomène de transformation plus profond. Du passage d'une l'économie du XXe siècle, c'était en gros la standardisation des process et l'optimisation pour faire des grandes séries et pouvoir satisfaire le besoin d'un maximum de population. L'industrie du XXIe siècle, c'est une industrie de l'usage, une économie de l'innovation qui ne répond pas du tout aux mêmes logiques. Donc ça transforme profondément à la fois les cycles de produits qui sont de plus en plus rapides, c'est-à-dire que les produits évoluent très rapidement, à la fois les localisations de production, et donc la durée des séries, la durée des investissements, la durée des retours sur investissement, et des investissements dans la R&D, dans l'innovation pour pouvoir transformer les produits plus rapidement pour répondre à des usages qui évoluent. Et puis par ailleurs, il y a aussi des transformations sociétales sur lesquelles non seulement l'industrie n'est pas décalée, mais elle est probablement au cœur des solutions que nous trouverons dans ces transformations sociétales, que ce soit l'environnement, la qualité de vie au travail, tous les grands défis environnementaux de l'avenir trouveront leur réponse également dans des réponses industrielles, parce que l'eau pour la planète entière, l'énergie
Tout ça, ça va avoir des réponses industrielles. Donc ça implique de pouvoir repenser la performance des entreprises, des entités industrielles, de repenser leur management, de repenser l'organisation du travail. Parce que dans une économie très standardisée, pour caricaturer le Fordisme, l'échelle de production, évidemment, les enjeux de compétences et les méthodes de travail sont très différentes des petites cellules agiles qui doivent pouvoir transformer leurs process, mesurer leur performance au plus près des besoins. Donc il y a une transformation de la manière de travailler dans l'industrie. Voilà pour le contexte global de la transformation industrielle. J'ajouterai à ça des enjeux structurels sur l'industrie actuelle. Nous avons mené au plan paritaire avec les partenaires sociaux de la branche métallurgie une enquête sur les compétences à venir qui date de décembre 2019. Alors évidemment, les effets de la crise ont conjoncturellement quelques biais sur l'étude, mais qui restent vrais sur ses fondamentaux. Simplement, sans assommer deux chiffres, la pyramide des âges dans l'industrie technologique en Nouvelle-Aquitaine, il y a 20% des effectifs salariés qui ont plus de 55 ans. Il y a 5% des effectifs qui ont moins de 25 ans. Donc on voit qu'on a un enjeu dans les 10 ans qui viennent de renouvellement des compétences, de savoir-faire profond du tissu industriel régional. Donc ça, c'est un enjeu de compétences aussi local très important. Deuxième chiffre, entre les besoins prospectifs de recrutement, d'entrée sur les métiers industriels par rapport aux besoins de l'économie, et ce qui sort tous les ans du système de formation, on est du simple au double en Nouvelle-Aquitaine. Il sort 2 fois moins de jeunes qualifiés dans l'industrie que le besoin des entreprises le demande pour les 10 ans qui viennent. Voilà, donc on a les enjeux de transformation globaux de l'industrie 4.0, et on a le contexte global dans notre région, dans l'industrie régionale, avec ces deux phénomènes, les départs à la retraite et le manque de flux entre eux. C'est pour ça que les enjeux des compétences sont doublement décisifs dans l'industrie et dans notre région. Alors Alexandre Cali, vous avez parlé de Fordisme, on parle aussi beaucoup de Toyotisme et maintenant de Teslaïsme. Et au cœur du Teslaïsme, alors ça fait débat, il y a aussi des controverses, mais au cœur du Teslaïsme, on a ce motto qui est learn, learn, learn. Donc ça nous rappelle aussi peut-être l'intérêt de cet apprentissage. Est-ce que, Anil Benardédé, justement, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce besoin des entreprises? Vous vouliez aussi vous exprimer là-dessus, nous rappeler peut-être ce que vous faites. Alors, je crois que ça a été dit, il y a une forme d'accélération en fait de l'obsolescence des compétences. Donc, Kedge, en tant qu'école de formation, doit aussi accompagner le territoire à apporter une réponse en fait à cette obsolescence des compétences. Quelqu'un qui sort en marketing il y a 5 ans sera très vraisemblablement, s'il met pas à jour ses compétences, en partie dépassé aujourd'hui et totalement dépassé dans 5 ans. Donc, l'accompagnement, non seulement il y a effectivement ce décalage démographique, si je veux dire, dans la pyramide des âges, mais il y a aussi une capacité à mettre à jour finalement ces compétences tout au long de la vie et pas uniquement par 2-3 cycles. On sort de l'école, on va faire une spécialisation juste en sortie d'école ou 5 ans après et éventuellement pour 5% d'entre eux un billet 10 ans plus tard. Donc l'obsolescence des compétences est un véritable sujet sur lequel il y a des nouveaux modèles qui viennent répondre à cette part d'obsolescence des compétences par des formations tout au long de la vie, qui sont des formations de certificats, de micro-certificats. Et c'est là où on voit de nouveaux acteurs rentrer sur le potentiel et quelque part le marché de l'éducation, qui sont souvent des acteurs totalement digitaux et qui se défont finalement d'une part de l'organisation actuelle de la formation et de la montée en compétences. Donc, voilà. Nous, on pense que, un, il y a des nouveaux modèles, deux, il y a un besoin de réponse à cet enjeu d'obsolescence des compétences. Trois, l'apprentissage se fera de plus en plus, et ça fera lien, je pense, avec une discussion qu'on aura tout à l'heure sur l'attente des étudiants, par la pédagogie, par l'action et par le projet. On voit bien le succès de l'école 42, on voit bien Xavier Nel qui vient aujourd'hui d'annoncer la semaine dernière une école sur l'agriculture avec un objectif de 4000 étudiants la première année. Et tout ça, c'est bâti autour de la pédagogie par l'action. Il y a énormément d'exemples en France et à l'international et qui fonctionnent très très bien et sur lesquels les étudiants sont reconnus. Tout à fait. Alors Stéphane Figas aussi, au CESI, vous aviez aussi un point de vue particulier sur justement cet accès à la formation et concernant les besoins des entreprises. En particulier aux complémentaires, puisqu'on n'est pas sur des lignes opposées, vraiment complémentaires. Ce que je voulais juste ajouter,
c'est qu'effectivement, on a ces besoins-là, et à côté de ça, on a les entreprises qui ont de moins en moins de temps à libérer pour leurs salariés, de moins en moins de temps à accorder aux apprentis, de plus en plus d'enjeux. Et il y a cette évolution numérique aussi qui touche les centres de formation, les écoles, et on se dirige aussi de plus en plus vers des notions qu'on appelle du blended learning, en essayant d'introduire une part de formation digitalisée, une part de formation à distance. Et j'insiste, une part et pas une totalité comme aujourd'hui, malheureusement, à cause des conditions sanitaires. Mais ces conditions sanitaires nous ont permis vraiment d'expérimenter, nous ont permis vraiment de développer ces nouvelles pédagogies. Et l'avenir proche, dès que la condition sanitaire le permettra, sera vraiment ces trois types d'apprentissage sur le terrain, avec l'entreprise, d'où l'essor aujourd'hui des formations d'apprentissage, mais aussi classiquement en face à face pour avoir une interaction très importante avec ses collègues de la promotion ou avec le professeur, l'intervenant, et également à distance de manière à réduire pour les élèves les frais logistiques. On a de plus en plus d'élèves qui font des formations éloignées de leur centre d'apprentissage, de leur lieu d'habitation. Et ça permet aussi de mixer différemment avec d'autres groupes, etc. Bref, il y a vraiment une nouvelle pédagogie grâce à cette blended learning qui, contrairement à ce qu'on pensait il y a quelque temps, ne mixe pas deux manières d'enseigner, mais bien trois. L'entreprise, donc l'apprentissage en entreprise, la formation en centre et la formation à distance. D'accord, d'accord. Très intéressant. Est-ce que c'est aussi une façon d'évoquer peut-être la place que va prendre bientôt le mentorat? Est-que c'est ça aussi que vous avez en arrière-pensée ou je suis à côté de la plaque? De plus en plus, mais là on est plus côté suivi de l'apprentissage, de l'apprenti. Mais c'est ce qui se développe aussi en parallèle dans l'entreprise, la notion de coach, qui aujourd'hui nécessite des certifications reconnues par la RNCP de niveau 2. Un coach est aujourd'hui un label, une compétence très très reconnue. Et effectivement, il y a un suivi individuel de l'apprenti à avoir, parce que tout le monde n'est pas à l'aise dans ces trois dimensions d'apprentissage. Et certains vont être plus à l'aise sur la dimension entreprise, d'autres sur la dimension digitale, d'autres sur la dimension en face-à-face traditionnelle. Et cette notion-là, elle se développe de plus en plus. C'est ce qu'on met en place avec nous en responsable de formation, dont le rôle est l'accompagnement individuel de l'élève, à côté du tuteur traditionnel pour l'accompagnement entreprise. Oui, donc ça nous amène finalement à cette idée aussi de formation continue. Et donc derrière cette idée de formation continue, finalement, on va aussi se poser la question de comment organiser la formation des collaborateurs en poste. Et à ce sujet, Jean-Paul Calès de Capingélec, vous aviez justement des choses à nous dire sur ce sujet. Moi, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Moi, je suis Jean-Paul Calès de Capingélec, mais je suis président fondateur de mon entreprise. Bien sûr. Donc, j'emploie aujourd'hui 300 ingénieurs en France et 200 à l'étranger. On construit des bâtiments complexes dans lesquels on intègre le process. Donc, on peut être maître d'œuvre, on est contracteur général. Un exemple, vous parliez de TSI, on est sur de la CCI, on construit l'usine ACC, donc la JV, SAF, PSA, en AIRSAC pour les batteries du futur en clairement, toutes les autres techniques. Alors, nous, on embauche beaucoup d'ingénieurs. Là, on a eu la dernière petite promo, là, 6 mois, là, 11 nouveaux ingénieurs qui sont arrivés. Quand ils arrivent, peut-être qu'en marketing, au bout de 6 mois, c'est obsolète, la formation qu'ils ont eue, mais comme tu sais, les gars de l'arme, qui le sait, quoi. Chez nous, à la Tour d'Art et Métier, un gars, une fille, ils apprennent ce qu'on appelle les sciences dures. Et ça, il faut le connaître. Parce que si on n'a plus que du digital, du truc et du machin, on va avoir un problème à l'arrivée pour faire fonctionner les machines. Voilà. Donc, les jeunes qu'on embauche, ils ont un background qui est bon. Mais par contre, ils ne savent pas qu'est-ce que c'est qu'une entreprise. Donc, on les prend en formation, ils ont pareil, un coach, un mentor, comme on veut. Il y a toujours quelqu'un qui les accompagne, le plus en et il y a toute une formation qui se fait autour d'abord de la culture d'entreprise, où est-ce qu'on débarque, qu'est-ce que je fais, c'est quoi le métier de chef de projet, qui est un nom complètement galvaudé, parce que chef de projet bancaire, chef de projet dans l'informatique, le marketing, nous on explique ce que c'est que chef de projet. Puis au-delà des chefs de projet, on peut aussi devenir directeur de projet, donc on leur explique tout ça. Puis on leur explique qu'une entreprise, il faut ça, connaître son métier, donc on leur explique le métier, on essaie de faire progresser pour aller vers le métier, on leur dit qu'il faut savoir compter, ils sont quand même porteurs de bilan, et comme chef de projet, s'ils ont une équipe, ils bouffent toutes les heures, ça pas du tout. Et puis, il faut être un peu avenant sur le plan commercial. Donc, voilà, il y a ces trois composantes qu'on essaie de sensibiliser. Et puis, petit à petit, ils se calment. Alors ça, c'est important, parce que ce qui nous différencie, nous, les ETI, donc les affaires assez structurées,
qui font fonctionner un peu plus aujourd'hui, que ça c'est reconnu, c'est que nous, on n'a pas des organigrammes et on n'a pas des gens dans des cas. Nous, on essaye de voir comment se comportent les gens au boulot, on essaye de faire l'adéquation, qui est assez complexe, entre les qualités, les envies, les aspirations personnelles de chacun et les besoins d'entreprise. Ce qui fait qu'il y a un gars qui peut être ingénieur et qui ensuite, bon, je vois l'éducation sociale en fond là, et il vient nous parler de. Alors, on nous dit Jean-Paul doit parler plus fort. Ah, c'est à cause du masque, ça fait filtre, voilà. C'est mon accent du sud-ouest, voilà. Donc Jean-Paul, il va parler plus fort. Donc on a déjà des ingénieurs qui vont se retrouver non plus opérationnels, mais fonctionnels sur la cybersécurité. Voilà. Ou bien, il y en a un autre, je me souviens, il a développé tout notre, entre guillemets, SAP, notre système de comptabilité analytique, donc on essaie de faire ça. Et puis après, il faut dire que dans nos métiers aussi, les choses deviennent de plus en plus techniques. Après, dans la vie du collaborateur, dans sa vie professionnelle, on a de plus en plus de formations techniques. Et on est au-delà de ce qu'on doit faire sur des sujets hyper pointus. Parce que le Léonard de Vinci de Médéric, ça n'existe pas. Il faut déjà hyper spécialiser, il faut aider les gens, mais ça, on a une grosse activité, vous voyez, sur les data centers, donc les data centers en France et à l'étranger, c'est énergivore au possible, nous, on est différentiels sur les consommations d'énergie des data centers. Donc pour ce faire, il faut connaître nos collaborateurs, ils ne savent pas compter que les euros, mais ils savent aussi compter les kilowattheures. Voilà. Est-ce que le public peut nous confirmer si le son est bon? Est-ce qu'on parle assez fort? Ça va bien? On ne sait pas si on a un retour. Parce que... Ouais, c'est bon. C'était bon. Alors, je vois des questions. Est-ce qu'on peut prendre des questions peut-être au fil de l'eau? Ouais, on continue. Alors, juste moi, ce que j'ai entendu, c'est de l'hyperspécialisation. Ok, bon, ça c'est le minimum, avec un socle de compétences donc solide sur le métier d'ingénieur, en tout cas, parce qu'on voit bien que c'est incontournable. Mais aussi finalement un apprentissage peut-être du savoir-être, quelque chose qui ressemble à ça. Une acquisition finalement aussi de la culture de l'entreprise et des méthodes finalement de l'entreprise. Et puis peut-être aussi une vision managériale ou RH, je ne sais pas comment la qualifier, qui permettrait peut-être au profil de s'épanouir à l'intérieur de son organisation en allant finalement là où il peut être aussi le plus utile et le plus efficace. C'est bien ça? Tout à fait. Puis le dénominateur commun de tout ça, c'est le côté humain, l'humain. Voilà. Dans ma boîte, j'ai un truc aussi qui est quand même assez reconnu, remarquable par exemple. On a créé l'actionnariat à 6 salariés. On a 80% des collaborateurs qui détiennent 20% du capital. Ça s'est fait, comme la boîte est en croissance, c'est extraordinaire parce que chaque année, à chaque assemblée générale, les actions valent de plus en plus et les progressions, c'est des progressions à plus de chiffres, quoi, des dividendes qui viennent. Tout ça, c'est un cercle vertueux qu'on crée avec de l'humain au milieu de tout ça. Parce que dans ce monde complexe et compliqué, en plus en ce moment avec la crise sanitaire, il faut vraiment que, oui, j'ai beaucoup de rugby, quoi. Et si on fait un parallèle avec le rugby, vous prenez le meilleur joueur, vous prenez les 15 meilleurs joueurs. Mais si vous n'avez pas un coach, si vous n'avez pas fait des liens entre les gens, dans une boîte, c'est pareil. Bien sûr, très clair. Et alors, le numérique dans tout ça, quelle est sa place finalement? Parce que c'est un peu notre question porte finalement sur demain, et donc demain on y est déjà. Alors, le numérique, là aussi, dans nos vieux métiers, on construit le bâtiment, il va y avoir des process, tout ça et tout, mais moi, toujours, il y a des fondations, des parcelles, l'électricité, la clim. C'est vrai qu'au Moyen-Âge, il n'y avait que des pierres. Après, on a mis l'électricité, on a mis la clim, puis maintenant, on met plein d'autres choses à l'intérieur des bâtiments et des usines. Voilà. Et donc, nous, il y a un truc qui est apparu, comme nos amis de chez Dassault, de l'aéronautique, c'est pas Katia, c'est le BIM. C'est Revit. Maintenant, on construit des bâtiments comme des avions. Donc, là aussi, nous, on est très en avance sur ça, c'est-à-dire qu'on fait une maquette numérique. Et cette maquette numérique, elle permet de voir à nos clients, qui n'ont pas forcément des vues 3D comme des architectes ou d'autres, de voir comment ça se comporte. Et le lien que je ferai aujourd'hui par rapport à ce qui est installé dans l'école aujourd'hui sur les idées futures, quand il y a eu la petite présentation, vous voyez, il y a une boîte qui s'est créée, qui fait des lunettes 3D comme des jeux vidéo. Ouais. Et on est en train de l'implémenter sur le BIM, sur le BIM. Et donc, les clients, ils arrivent à se promener dans le bâtiment alors qu'il n'est pas construit, comme les jeux vidéo. Donc ça, c'est vraiment très important. De plus, le numérique, c'est très important pour nous aussi. Pourquoi? Parce que depuis longtemps, on travaille sous Citrix, c'est-à-dire qu'on n'a que des bureaux à distance. Tous les collaborateurs, ils ont l'informatique qui est hébergée, c'est un hébergeur. Ce qui fait que de n'importe où dans le monde, on peut se connecter avec des connections mondiales sur nos bureaux, sur tout ce qu'on a, et imprimer à distance. Donc pour nous, c'est vraiment très important. Et on imagine bien dans la période actuelle l'utilité que ça peut avoir. J'avais aussi envie d'entendre Anil, au fait, sur la place du numérique finalement. Vous avez aussi un avis. En fait,
il y a deux choses, effectivement, dans notre secteur d'activité, la place du numérique, et notamment pendant la période de crise, a été centrale hein, pour notre capacité à continuer finalement nos enseignements. Et comme c'était dit tout à l'heure, je crois qu'il y a une forme, en tout cas, ce qu'on voit, et ce qui a été vu d'ailleurs dans d'autres secteurs, c'est qu'il y a une forme de polarisation des attentes des étudiants. C'est-à-dire que venir à l'école pour faire un amphi de 200 personnes pendant 2 heures, personnellement, je pense que les étudiants n'attendent plus ça. Ils veulent avoir accès à cette connaissance de manière extrêmement fluide quand ils veulent. Par contre, le renforcement de la pédagogie par projet, de l'expérience, de l'accompagnement sur son projet, d'une forme de mentoring et coaching sur site, ça pour le coup, ça apporte beaucoup de valeur. Donc là où, et j'ose le comparable, là où un peu on était, il y a peut-être 15 ans, un peu comme l'hypermarché, c'est tout est moyen, tout est à peu près bien, mais pas super. On devient il y a une forme d'éléments qui sont à disposition via le numérique, et par contre l'expérience avec l'institution de formation, elle vient extrêmement personnalisée, il y a une forme d'intimité dans l'accompagnement, dans le développement de la personne, et c'est là où l'humain et l'étudiant revient ensemble. Est-ce que vous êtes en train de dire que finalement l'institut de formation ou l'établissement est en train de se transformer en structure de service pédagogique où finalement on va délivrer la connaissance à la demande, n'importe quand, n'importe où? Est-ce que c'est cette idée-là? Est-ce qu'on est en train d'aller vers ça? Non, c'est que, l'étudiant et le développement de l'étudiant est au centre. Et le développement de l'étudiant, c'est l'acquisition de compétences, de connaissances, mais c'est aussi l'acquisition de compétences. Donc la capacité à mobiliser des connaissances, les mettre en œuvre, à travailler avec les autres et à créer finalement, à créer de la valeur à plusieurs. Et donc, il y a une forme d'acquisition des connaissances qui évolue, mais la mise en œuvre finalement de ces connaissances pour développer des compétences, pour créer de la valeur, pour interagir, pour bâtir un réseau, ça, ce sont des choses qui nécessitent encore plus d'accompagnement et d'intérêt et de temps passé en fait dans la relation avec l'étudiant. Donc il y a vraiment une évolution finalement. Des attentes. Donc, est-ce que, désolé, j'essaie aussi de voir quel pourrait être le lien commun entre tous ces échanges. Est-ce que l'idée, c'est pas aussi que finalement l'école, au milieu de tout ça, dans ce bouleversement quand même, il faut dire les choses, est-ce qu'elle ressort pas quelque part grandie en valorisant justement le lien, c'est-à-dire est-ce que finalement sa mission, c'est pas davantage d'offrir un suivi personnalisé quelque part parce que finalement, il y a une concurrence totale aujourd'hui dans l'accès à la connaissance. N'importe qui peut vous proposer des accès à la connaissance, je veux dire. N'importe qui ne peut pas vous proposer justement un accès à la compétence ou un accompagnement à cette compétence. Et encore moins de personnes finalement peuvent vous offrir un suivi personnalisé. Vous voyez peut-être. Bien. Nous, on considère que la connaissance de soi est importante. Accompagner les étudiants dans la connaissance de soi est un élément extrêmement important pour qu'ils puissent développer des compétences et qu'ils puissent se projeter. Et finalement, non pas trouver un emploi, mais trouver un emploi, leur emploi, un emploi qui leur va, dans lequel ils vont pouvoir se développer. Parce que c'est lorsqu'on est finalement au bon endroit qu'on se développe et qu'on développe ses compétences. On parlait encore d'humain. C'est cet accompagnement-là qui Oui, la règle des 3 R. The right man, the right place, the right time. Ouais, tout à fait. Alors, on part, oui. Pour compléter, et c'est là qu'on voit la révolution aussi, on appelle ça l'école 4.0, c'est qu'on est passé d'un lieu du savoir, un lieu même physique, géographique, aujourd'hui à beaucoup plus un usage. Et ce qui l'intéresse, ça va être d'utiliser ce savoir. Et c'est là où on va voir la transformation du savoir en compétence. Et pour transformer ce savoir en compétence, il va falloir transformer aussi l'élève en homme. Et c'est là où va intervenir tout l'accompagnement, la transformation en savoir-être, parce que toutes ces technologies-là qui sont merveilleuses, ils vont certes falloir les utiliser, en tout cas savoir les implanter, mais il va falloir faire que les gens les utilisent, que les personnes fonctionnent avec. Et là aussi, cette dimension d'être capable d'embarquer les autres, de ces notions de leadership, etc., tout ce qui est soft skills aujourd'hui, dont on parle beaucoup, sont extrêmement importantes. Et donc, c'est vraiment la révolution où on parle d'un lieu du savoir plutôt à un usage du savoir. D'accord. Alors, on parle beaucoup des étudiants, et ces étudiants aujourd'hui aussi sont confrontés comme nous à cette situation. Alors, ils ne vont pas se retrouver dans des amphis pendant 2 heures, mais ils vont se retrouver
sur des Zooms ou sur des Teams pendant des heures face à des quadrillages, et qui donc c'est un rapport aussi qui peut un peu bouleverser. Et on voit qu'il y a des aspirations sociétales qui sont nouvelles chez la jeunesse que peut-être que nous on n'avait pas connues dans nos études ou lorsqu'on était plus jeunes. Et aujourd'hui, elles se traduisent sous quelle forme selon vous d'ailleurs, Annie, est-ce que vous avez un avis sur ce point? Comment est-ce que vous les percevez, ces aspirations sociétales? Je crois que on parlait d'humain tout à l'heure, je crois que le sens, en fait, à l'action est très important et c'est vraiment ce que recherche, en tout cas, une partie importante, de plus en plus importante des étudiants que nous avons à Kedge. On voit qu'ils sont très soucieux, en tout cas très impliqués dans le sens de l'action, dans l'exemplarité de l'école, dans ce qu'elle fait. Que ce soit en termes de développement durable, que ce soit en termes d'inclusion, etc. Donc, je crois qu'ils cherchent le sens de leur action et à s'inscrire dans un sens, et dans une entreprise qui a un sens. Et on parlait tout à l'heure d'actionnariat salarié et de participation à un projet collectif. Et je crois que c'est vraiment quelque chose qui revient de manière extrêmement importante et qu'on doit collectivement entendre. On parlait de la génération Y, c'est ça? La génération Z, maintenant, il me semble, vu de mes 62 ans, que ça a encore changé. Les gens, ils ont vraiment besoin de se retrouver. Ils deviennent moins égoïstes qu'ils n'étaient il y a 10 ans. C'est juste une évolution. Alors, on voit aussi que les entreprises, avant, il y avait le salaire. Hein. L'entreprise, le côté financier attirait beaucoup. Donc, ce qui marche bien, c'est une entreprise qui fait beaucoup de bénéfices, etc. Là, aujourd'hui, nos jeunes, c'est plus ça qui les intéresse. Bien sûr, ils aiment le salaire et autres, mais s'il y a un côté sociétal, c'est un côté, ce qui a été dit, hein, c'est un côté développement durable, c'est un côté éthique, je crois, qui est très important, et ce que recherchent nos jeunes aujourd'hui. L'aspect multiculturel, l'aspect éthique, etc., ils n'iront pas dans des entreprises comme nous, peut-être on était... Xavier Aubard de l'ENSAM, est-ce que vous avez l'impression que justement à l'ENSAM, est-ce qu'il y a des aspirations sociétales différentes, est-ce qu'il y a une sensibilité un peu différente, ou finalement on trouve des jeunes comme on en a ailleurs? Alors, ça fait 4 ans que je suis ici, et j'ai déjà vu une évolution en 4 ans. Les jeunes, quand ils arrivent, ils ont des attentes très fortes. Bien sûr, l'aspect multiculturel, l'aspect développement durable, on leur préfère au début la fresque du climat, et ils répondent tous présents, ils en redemandent. Ils veulent être acteurs d'information. Alors c'est très compliqué parce qu'on doit leur donner des formations de base, hein, ça a été dit, il faut un socle, hein, et puis comme ils sont des classes prépa, ils n'ont pas forcément tout digéré, mais ils veulent faire ça aussi en étant acteurs. Et je crois que, en effet, on a compris le message au moins aux arts et métiers. Ce qu'on développe, c'est des learning factory, mais qui sont évolutifs, hein, des evolutive learning factory, avec des projets. Ils vont être acteurs de ces projets-là, avec différentes compétences. Et c'est pour ça qu'on ouvre aussi l'école. Hein, on veut faire ça avec Kedge, donc sur une semaine spéciale, avec Bordeaux INP, on est obligé de le faire parce que ils ont des compétences mécaniques ici, mais par contre en électronique et autres, voilà. Et comme ils vont se retrouver dans l'entreprise, de manière avec ce besoin pour répondre à un projet, hein, d'avoir les compétences différentes et agir avec le sens humain, ça a été dit, hein, les compétences humaines sont capitales aussi. Ils vont devoir agir en tant qu'hommes dans cette entreprise-là. Et puis le chef de projet, on avait compris le message, hein, puisque dès l'année prochaine, il commence par faire une formation de projet hein, sur le projet d'éolienne dès le début, dès le mois de septembre, parce qu'en effet, hein, voilà. Donc on a bien compris ça. Hein, Donc oui. Alors si on fait un petit focus justement sur les premières réactions, je pense qu'effectivement les participants sont tout à fait en phase avec ce que vous présentez, puisque si on prend des verbatims, certains disent être acteur de notre apprentissage, d'autres donner du sens, nous faire confiance, bien comprendre vos jeunes d'aujourd'hui. Bon, là, on est vraiment dans le cœur du débat. Bon, super. Justement, je voulais rebondir sur ces jeunes là qui me paraissent très courageux quand même, parce que j'ai l'impression qu'ils ont soif de relever des défis hein, quand même, et de trouver du sens. Est-ce que ça vous a amené à l'ENSAM justement à avoir un regard différent sur vos formations? Est-ce que finalement vous anticipez de nouvelles formations nécessaires par rapport à cette industrie du futur? Tout à fait. Alors, on a construit une plateforme que vous avez pu voir, Practice 4.0, en partie grâce à Aerospace Valley et à Philippe, hein, donc encore merci
à Philippe, et puis avec d'autres acteurs autour, donc dans un écosystème qui est très riche à Bordeaux, et on en profite, hein, puisque bien sûr l'UIMM et tout un tas d'autres acteurs socio-économiques nous font confiance et viennent. Et on a trouvé ce qu'on veut, c'est aussi avoir des industriels à l'intérieur de l'école. Depuis que je suis arrivé, c'est Industrial Inside, hein, voilà, donc les industriels qui viennent avec APE pour accompagner de manière personnalisée les élèves tout au long de leur passage dans l'école aussi, pour les orienter, faire des CV, mais surtout sur le savoir-être, savoir communiquer. Hein, je crois qu'on n'a pas suffisamment parlé de communication. La communication, je crois que ça va être capital, ça va être renforcé. Un élève qui ne sait pas communiquer, et on le voit, hein, on est confronté à ça. Parce qu'il y a plein d'outils. Est-ce qu'on peut développer rapidement pour ceux qui nous écoutent ce que vous entendez par communiquer, justement? Communiquer, c'est, il y a plein d'outils. Par contre, il faut les gérer et choisir les bons. On le voit, le mail, l'oral, le communiquer, voilà, et via tous les outils. Donc, c'est savoir jongler avec tous ces outils-là. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué. On ne sait pas trop, hein. Donc, on a les outils, Teams, Zoom, etc., Facebook, voilà, tout un tas d'outils comme ça. Les SMS, les MMS, quels sont les bons outils? Déjà, nous, pour communiquer avec les élèves, déjà, on se pose des questions. Hein. Bon, et dans l'entreprise, on ne sait pas trop quels vont être les bons outils aujourd'hui. Puis Safran aussi, hein. Il y a une solution par Safran. On a plusieurs outils à disposition, mais comment est-on sûr que c'est le bon? Donc, il y a l'outil, mais surtout, il y a la manière. Et le facteur humain est capital. Donc, ça a été dit aussi par Anil. Je crois qu'en effet, il faut se trouver sa place dans un espace multiculturel. Et ça, les élèves sont très, très sensibles. Donc, ce qu'on veut leur faire, c'est des parcours où mettre à disposition les différentes technologies, parce qu'il faut qu'ils aient une connaissance minime, pas forcément être capable d'usiner des pièces très compliquées. Il faut qu'ils soient passés un peu sur un tour pour savoir comment ça fonctionne. Il faut qu'ils aient touché la réalité virtuelle, la réalité augmentée, etc. Qu'ils aient travaillé sur des plateformes de fabrication d'hydrogène, comme bientôt on va en avoir. Voilà, donc on va mettre des plateformes semi-industrielles avec des parcours. Donc ils vont faire des parcours comme ça, sous forme de projets, et derrière pour acquérir des compétences sur ça, mais surtout acquérir des compétences multiculturelles avec d'autres écoles et d'autres élèves. Et avec les industriels aussi. Ce que je comprends bien, c'est que finalement l'ingénieur, j'ai envie de dire un peu introverti, qui parle à personne, qui a jamais mis les pieds dans une entreprise, ça n'existe plus, c'est fini, c'est ça l'idée. On passe vraiment aujourd'hui vers un ingénieur qui doit être inspirant, c'est ça, inspirant et inspiré. Et inspiré, ouais, c'est ça. Et qui transpire. Et en plus, ils vont devoir relever des défis. C'est ça. Qui bossent. Mais s'ils sont motivés, ils travaillent. La source, et puis c'est pour les salariés aussi. Hein. C'est la motivation qui compte. Bien sûr. Et on voit que dans ce rapport à la motivation, il y a aussi l'idée aussi pour les entreprises de devoir être attractives. Et pour les écoles aussi de devoir être attractives. Alors sur cette question de l'attractivité, puisqu'il s'agit aussi peut-être de rendre l'industrie plus verte, de rendre l'industrie peut-être plus humaine, Stéphane, vous vouliez vous exprimer. Oui, en fait, c'est très important de coller aux aspirations des élèves. Vous l'avez très bien dit, on a une aspiration aujourd'hui beaucoup plus environnementale de la part des élèves, beaucoup plus sociétale, même si les bons mots ne sont pas toujours mis derrière les concepts chez les élèves, mais à nous à comprendre cela. Du point de vue humain, on passe d'une transformation très importante. Chaque révolution industrielle a mené une révolution d'organisation. Donc là, on passe d'une vision assez taylorienne, vous l'avez dit, où on était sur une vision col bleu, col blanc, où on avait des personnes pour définir ce qu'il faut faire, d'autres pour exécuter, ce qui est assez, ce qui ne permet pas vraiment de s'extérioriser, de ne pas vraiment d'évoluer, à une génération beaucoup plus d'intrapreneurs, où on va demander à chaque personne de pouvoir développer son propre business dans l'entreprise. Des faiseurs. Et pas des faiseurs unitaires, mais des faiseurs collaboratifs en équipe, c'est-à-dire être capable d'emmener une petite équipe pour développer son propre business dans l'entreprise. Évidemment, dans le cadre d'entreprise, dans les respect de la stratégie d'entreprise. Et donc, ça, c'est très important parce qu'on remet l'homme au centre. C'est un discours d'Emmanuel Macron qui parlait de remettre l'homme au centre déjà quand il était ministre de l'économie, donc qui date un petit peu. Mais c'est vraiment ça l'idée, remettre l'homme au centre comme avec ses capacités d'innovation, ses capacités d'adaptation,
et de développement de la technologie. Et pour terminer, il faut bien comprendre que nous, on a une vision de deux types de profils extrêmement différents mais complémentaires. On va pouvoir séparer des profils qui vont être plutôt des profils de développeurs de technologie, où là, on va avoir besoin d'experts techniques très très importants. Et aujourd'hui, ces experts techniques viennent beaucoup du monde de la recherche. On va avoir vraiment ces experts que vous caricaturiez un petit peu, avec qui parlent très peu, etc. Mais on a besoin de personnes extrêmement pointues technologiquement. Et c'est très très important parce qu'on est sur des technologies qui ne sont pas toujours matures. Aujourd'hui, on implante dans l'industrie des technologies qui ne sont pas complètement fiabilisées, avec des taux de répétabilité pas toujours optimaux. Et à côté de ça, on a besoin d'autres profils qui sont profils plutôt utilisateurs, c'est-à-dire capables d'utiliser le matériel, la technologie développée par d'autres. Et c'est là où on va avoir besoin de ces compétences de comprendre la technologie, ce que disait M. Aubin, c'est très important, mais pas d'être expert. Pas d'être expert développeur en technologie, mais de comprendre comment ça marche pour pouvoir l'implanter dans l'entreprise et embarquer les équipes pour l'utiliser. Donc ça, on voit bien que de toute cette partie-là, on parle très peu de technologie finalement. On parle vraiment de remettre l'homme au centre parce que c'est lui qui va faire que la technologie va fonctionner. Quand on va visiter, moi qui suis un ancien consultant, je peux vous le dire, j'ai vu beaucoup d'entreprises, on vous montre le dernier matériel qui a été acheté, mais qui ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas le besoin, parce qu'il y a la panne, parce qu'il n'y a pas la pièce, etc. Remettre l'homme au centre, c'est très très important. Et puis, cette révolution, elle va permettre d'avoir une vision beaucoup plus écologique parce qu'on va pouvoir diminuer le nombre d'opérations. L'impression en 3D va permettre de diminuer le nombre d'opérations, donc diminuer le flux de circulation des matières. On arrive même à construire des ponts en impression 3D. Dans certains pays, bon, ce sont encore des petits ponts, des passerelles plus, mais on arrive à construire ceci. Et ça va permettre de diminuer les consommations de produits, c'est-à-dire qu'on a besoin de moins de matières premières. Lorsqu'on fait, je garde cet exemple-là, un bâtiment ou un pont d'impression 3D, on n'a pas de chute de matière. Donc ça aussi, ça va renforcer, ça va améliorer le bilan carbone. Donc ces technologies-là vont être intéressantes aussi pour cette empreinte carbone qui va fortement diminuer par une relocalisation des emplois, par une diminution de la consommation de matières premières, par une optimisation électrique grâce à de la supervision, grâce à l'intelligence artificielle pour vraiment optimiser les consommations. Donc on va vers une amélioration de l'impact environnemental et un recentrage de l'humain. Donc ça, c'est un futur un peu idyllique, mais vers lequel on essaie de se diriger. Et dans les écoles aussi, c'est ça aussi qui m'intéresse, c'est-à-dire qu'on va mettre l'humain au cœur de l'entreprise, on va mettre l'étudiant aussi au cœur de l'école. Est-ce que ça va avoir des impacts aussi sur l'attractivité des formations? Comment ça se traduit? En fait, on a beaucoup de questions qui sont comment et pas quoi. Beaucoup d'élèves nous demandent comment je vais apprendre et pas qu'est-ce que je vais apprendre. Ça aussi, c'est une petite différence qui arrive. Sur le quoi, on fait confiance à une école d'ingénieurs. On sait qu'on va être ingénieur, qu'on va avoir la connaissance nécessaire, les compétences nécessaires. Mais c'est le comment. Et c'est vrai qu'on travaille beaucoup nous, avec l'apprentissage par projet. Il n'y a plus de cours. Donc c'est un projet à réaliser dans 5 semaines sur lesquels on apporte des connaissances et l'élève va devoir transformer une connaissance sur un exemple simple en un exemple plus complexe. Si je donne un exemple, je reste dans le bâtiment. Pour apprendre à construire un bâtiment de 3 étages, on va faire un projet et on va lui apprendre par des petits TP à faire un garage. Et le calcul de descente de charge d'un garage ou le calcul de descente de charge d'une maison ou d'un bâtiment de 3 étages, c'est le même processus de calcul. C'est plus complexe. Et donc, ça va permettre de ne plus avoir ces fameux cours en amphi, mais de laisser l'élève chercher, de lui donner du savoir, mais qu'il transforme ce savoir lui-même, qu'il développe, qu'il transforme en compétences petit à petit. Donc, des travaux pratiques qui mettent en situation et permettent de retirer du sens. C'est plus que les travaux pratiques, puisqu'à la fin, donc, ils ont une réalisation commune. Les travaux pratiques, comme j'ai connu à l'université il y a des années, en fait, vous étiez quand même assez seul. Là, le projet, il est commun. Et on renforce la dimension de collaboration, on renforce la dimension de chef de projet, puisque sur chaque projet, il y a un chef de projet, il y a une équipe projet qui se monte. Et donc, ce comment on apprend est de plus en plus demandé par rapport au quoi. Jean-Paul, vous vouliez réagir? Oui, plein de choses. Oui. Bon, déjà, le risque de tout ça, c'est de fonctionner trop par analogie.
C'est-à-dire qu'on avait un truc, on le répète. Moi, ce que j'aime bien dans tout ça, ce qui me reste de tout ce que j'ai subi en ingénieur, en état d'assis, ou peu importe, ce que j'ai subi, c'est que je n'ai rien appris, j'ai compris. Ce que j'ai compris, c'est resté, ce que j'ai appris, c'est pas resté. Donc, faire du bachotage pour le baccalauréat. Alors, donc, pour comprendre les choses, je crois que c'est pas dans l'école d'ingénieur, c'est dès avant, dans les petites classes, qu'il y ait des profs qui rendent, si c'est possible, le cerveau de l'individu un peu cartésien pour arriver à avoir un petit peu l'aspect mathématique. Et donc, voilà, comprendre ce qu'il y a à apprendre. Ça, c'est une chose. Et puis, je reviendrai sur le début, sur la question initiale, ce que vous posiez, c'est par rapport à l'industrie. Mais je crois qu'il faut que nos jeunes, ils aiment l'industrie, quoi. Il y a eu des manifs qui avaient été faites, je crois, avec le président Rousset, avec la région, sur l'industrie. Donc, on continue à ouvrir les portes de nos usines, de nos études. Puis, on s'aperçoit que de l'intérieur, il y a des gens qui sont très heureux, quoi, qui sont pas trop mal payés, qui sont très, très heureux. Et puis, il y a les bonnes ambiances, l'humain est quand même au centre, parce qu'il y a quand même des fois des choses le dimanche, il y a des challenges à relever. Dernièrement, juste avant la crise sanitaire, le président Macron nous a invités, il nous appelait les champions du territoire, on a monté 500 maladies pour dire tout le bien qui passait, des gens qui créent des entreprises, qui les développent et qui sont plutôt sur le secteur industriel, quoi. Il y avait aussi une semaine, j'avais fait une semaine de l'industrie à l'Élysée, où il y avait tout un tas de produits qui étaient présentés. Donc, dans notre cher pays, je crois qu'il faut redonner, ça a du sens que de travailler dans l'industrie, que de travailler dans des usines. Il n'y a pas que du marketing, de la vente en ligne, tous ces nouveaux métiers qui apparaissent, c'est important, bien sûr. Il ne faut pas les opposer. Mais il faut surtout qu'on soit toujours capable de produire et de fabriquer. Parce que si on arrive, on voit les catastrophes, on n'a plus de microprocesseurs, les seringues, tout le machin, c'est quand même. Derrière l'attractivité, l'enjeu, c'est la réindustrialisation. Ah oui, la réindustrialisation, mais très clairement, quoi. Il faut revenir pratico-pratique. Et puis j'aime bien ce mot-là, le slogan de Aerospace Valley, le collectif qui rend compétitif. C'est tout à fait ça. Oui, alors je pousse dans ma tête comme ça le plus. Alors justement, on peut peut-être rebondir sur une question. Les BTS étaient construits pour répondre aux besoins des territoires. Est-ce toujours le cas? Avons-nous la réponse? Alors, les BTS ou les bachelors, les bachelors, côté métiers, on avait créé, en effet, on a créé le bachelor pour répondre à un besoin d'assistant ingénieur, une étape intermédiaire. Et ce besoin-là, je crois, est toujours présent. Absolument. On a toujours besoin de BTS dans nos entreprises. Tout à fait. Même si ça passe en 3 ans. Le BTS va passer en 3 ans aussi, les IUT vont passer en 3 ans. Je sais pas si BTS, mais les IUT vont passer en 3 ans, comme le bachelor, nous c'est 3 ans aussi. Ça correspond vraiment à une réponse à un besoin des industriels aujourd'hui. Il y a Bac plus 3, Bac plus 5 ou 6, et puis Bac plus 8 avec des doctorats. Puis comme il a dit, le diplôme, ça vaut 5 ans dans l'entreprise. Oui, un garçon, il peut rentrer avec une fille, avec un BTS, en dictée, et donc Bac plus 2, et derrière, j'ai eu des notes, il y a la formation, c'est l'objet de notre table ronde, la formation, et puis il progresse, et moi je vois pas ça dans la boîte, j'ai des garçons qui ont comme BTS, qui sont devenus très bons, meilleurs que certaines personnes qui ont fait des grandes écoles. Alors, ce qui change aussi, c'est peut-être la formation tout au long de la vie. Je crois qu'Annie l'a dit. Et ça, c'est nouveau. Il faut qu'on soit capable de répondre à ce besoin-là aussi. Donc, ce qu'on veut, c'est avoir un engagement avec des entreprises pour être capable de répondre aux besoins de formation tout au long de la vie. Et puis, c'est gagnant-gagnant vis-à-vis de nos élèves, qui vont voir les plus anciens travailler à côté d'eux. Donc du coup, on est en train de construire aussi par rapport aux formations des petits modules d'une semaine ou autre, et puis accessibles en ligne. Certains sont accessibles en ligne. Par contre, il y a un truc capital, et c'est pour ça que les élèves viennent aux arts du métier, c'est pour le côté pratique. Depuis 1780, il y a des plateformes technologiques où on fabrique, on teste et autres. Et c'est pour ça aussi que la formation coûte très cher à l'État, pas beaucoup aux élèves parce que c'est très cher à l'État, c'est plus de 20 000 € quand même, la formation d'une année par an par élève aux arts du métier. On va commencer à estimer parce qu'il y a un côté pratique. C'est un investissement qui est nécessaire à notre industrie de demain. C'est une transformation des moyens pédagogiques, mais qui ne se fait pas au détriment justement de la pratique, qui va permettre justement d'apprendre et de comprendre.
Et alors, je voulais faire intervenir aussi Alexandre Camus de l'UIMM, qui m'avait interpellé justement sur comment est-ce que la formation initiale et continue peuvent-elles être un vecteur de transformation industrielle. Donc on rejoint un petit peu ce qu'on était en train de dire. dire. Exactement dans la lignée de ce qui vient d'être dit. Ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que la transformation des compétences était une conséquence de la transformation de l'industrie. C'est aussi une de ses conditions. C'est-à-dire que pour que le tissu industriel puisse se transformer, il faut que l'offre formative, que ce soit la formation des salariés tout au long de la vie ou la formation initiale, soit également un vecteur de transformation de l'industrie. Pourquoi? Je m'explique. Quand une entreprise est confrontée à une phase de transformation, on dit, par exemple, dans la mécanique ou dans la mécatronique, que 30% des métiers qui sont exercés dans 10 ans n'existent pas aujourd'hui. Donc, une entreprise qui est confrontée à des transformations d'une telle nature, elle a besoin de se transformer en permanence et de faire évoluer les compétences, sans avoir forcément une visibilité optimale sur les conditions de son retour sur investissement et de sa capacité économique à affronter ces transformations. Si les organismes de formation ou les plateformes technologiques qui sont mises en œuvre peuvent servir à l'entreprise, le plan de formation à papa où on faisait faire 200 heures à l'un parce qu'il y avait les budgets à la formation, c'est terminé. Il faut que la formation continue, elle soit pour l'entreprise une création de valeur, un vecteur de compétitivité et qu'elle fasse baisser les coûts et qu'elle augmente la performance. Donc il faut que le centre de formation, quand on va envoyer dans un centre de formation où on va former un collaborateur sur site, sur les process même de l'entreprise à travers le dispositif de l'AFES, la formation en situation de travail, il faut que ça permette à l'entreprise d'anticiper sa transformation, de pouvoir mesurer un retour sur investissement avant de faire l'investissement, de pouvoir mesurer si l'investissement qu'elle projette sur une numérisation de la chaîne de production ou l'acquisition d'une fabrication additive, ça a du sens dans son process, qu'elle puisse venir le tester sur une plateforme technologique, former le cas échéant ses collaborateurs avant l'investissement pour raccourcir le temps entre le moment où elle va investir et le moment où ça va produire de la richesse et de la valeur ajoutée. Donc ça, le discernement sur l'investissement, le dérisquage des projets en amont, la capacité d'anticipation globalement de l'entreprise. Donc la formation continue, c'est plus remplir des obligations sociales liées à un plan, c'est anticiper la transformation et être capable de faire bouger, de donner la fameuse agilité à l'entreprise à travers la transformation en flux continu de ces entreprises, à la fois sur les process même de l'entreprise et en lien avec des plateaux techniques 4.0 anticipateurs par rapport au parc industriel même des entreprises pour leur permettre de mener à bien cette transformation. Il y a aussi des aspects en formation initiale. Je voudrais faire un focus sur les formations en alternance, en apprentissage. Nous avons développé, nous, depuis de longues années avec l'ENSAM et les outils de la branche, le CFA de la branche des formations en partenariat d'ingénieurs en apprentissage avec une pédagogie qui est vraiment centrée sur le projet, mais pas le projet théorique, le projet de l'entreprise. C'est-à-dire que pour une entreprise industrielle de la région, embaucher un apprenti ingénieur, c'est pouvoir dédier quelqu'un à sa transformation, à la transformation du process ou d'une partie du process, avec l'appui technique, technologique de l'école et du CFA de la branche. Voilà. Donc accompagner jusqu'au tréfonds, j'allais dire, de l'activité de l'entreprise et de la transformation. Et les jeunes qui s'engagent dans ces, on a vu le sens qu'on devait donner pour pouvoir attirer les jeunes dans les formations. Les jeunes qui s'engagent dans des formations de cette nature, ben, ils sont eux-mêmes vecteurs de la transformation, de la modernisation, de la compétitivité de leur entreprise, parce que c'est par eux, comme les métiers, que c'est eux qui vont les inventer, les métiers de demain. Ben, c'est eux qui vont être le ferment, le vecteur de la transformation de l'entreprise sur son process même et la condition de sa valeur ajoutée et de sa compétitivité de demain. Donc on voit que l'enjeu des compétences, encore une fois, qui est une conséquence de la transformation, c'est aussi une de ces conditions. Et il faut qu'on soit capable collectivement, c'est pour ça que nous on plaide beaucoup à l'UMM, pour pouvoir avoir ces plateaux techniques, il faut une complémentarité d'approche entre les organisations professionnelles qui expriment et qui représentent le besoin des entreprises, l'éducation nationale, parce que c'est vrai aussi dans les campus des métiers et des qualifications, il faut que l'éducation, que la formation initiale sous statut scolaire aussi, elle donne cette culture technique, technologique dès le départ. L'enseignement supérieur, privé, l'ENSAM, le CESI et les sciences molles, il y a que les galzards autour de la table, donc ils comprennent ce que je veux dire. Voilà, et il faut qu'il y a vraiment de la place pour tout le monde parce que le chantier est immense et le chantier il est décisif sur la compétitivité de
demain. Il faut qu'on se mette ensemble pour proposer justement ces fameuses plateformes où les entreprises pourront venir s'inspirer et tester et dérisquer leur transformation et à la fois être capable aussi de faire des évolutions de compétences en situation pour éviter de détacher trop les salariés de l'entreprise et de pouvoir acter leur évolution de compétences à travers l'activité elle-même de l'entreprise. Voilà, donc on voit que c'est plus qu'une... le monde de la formation est aussi en phase de très forte mutation. Il faut qu'on arrive tous ensemble à faire matcher ces impératifs de transformation de l'industrie avec les dispositifs, les processus d'acquisition de compétences qui doivent également, eux, se révolutionner. Tout à fait. Donc, pas d'industrie du futur sans monter en compétences, finalement. La transformation, finalement, elle va répondre aussi à l'anticipation. Et le besoin de transformation va répondre justement à cette anticipation à mettre en œuvre. Et sur l'anticipation, j'ai envie de revenir justement sur des formations de demain. Encore une fois, Annie, vous aviez exprimé le souhait aussi d'intervenir sur ce point. Mais je crois que ça a été dit, il y a la proximité avec les entreprises et les organisations patronales, elle est extrêmement importante justement pour pouvoir parler du futur et des formations de demain. Pourquoi? Parce que entre le moment où on identifie le besoin d'une formation de demain et le moment où les premiers jeunes sortent, il y a quasiment 5 ans. Parce qu'il faut monter la formation, il faut qu'elle ait un titre, et il faut finalement, lorsqu'on parle d'un programme grande école, il faut les 3 années si on parle d'une nouvelle spécialité. Il y a au moins 5 à 6 ans. C'est la nécessité, en tout cas c'est le temps nécessaire pour être capable d'avoir de l'impact. Donc la proximité avec les entreprises, nous par exemple, on appelle des comités de perfectionnement, c'est on revoit les programmes avec un certain nombre d'entreprises pour s'assurer avec elles, pour avoir leur avis et pour s'assurer avec elles que ces formations correspondent bien aux attentes et en tout cas à la projection d'attente des entreprises. Est-ce que notre époque de transition n'est pas un petit peu justement une opportunité de revanche des sciences moches, j'ai envie de dire, parce que je rebondis un peu sur le mot qui a été lancé tout à l'heure, parce que finalement on s'interroge beaucoup, on se pose beaucoup plus de questions, on se pose beaucoup plus la question du pourquoi. Alors, non, je pense qu'il ne faut pas opposer, je pense que le sujet c'est un sujet de complément. Les sujets sont complémentaires. On disait tout à l'heure, on ne peut pas être un ingénieur sans avoir une vision humaine, managériale, sans revenir à un certain nombre d'enseignements autour des humanités, de l'histoire pour comprendre finalement et remettre du temps long dans ces analyses. De la même façon, lorsqu'on est dans une école, dans une business school comme Kedge, si on prend un exemple très concret, on ne peut pas ne pas s'intéresser au sujet de data et donc de mathématiques. Parce que l'un des sujets, l'une des nouvelles compétences demain, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais tout le monde ne va pas faire de l'intelligence artificielle. Par contre, la plupart des gens vont se retrouver en face de volumes de data disponibles très importants qui seront à analyser, à comprendre, à rechallenger, parce que le sujet, c'est la data, c'est très bien, mais elle vient d'où? Est-ce qu'elle est qualifiée, pas qualifiée, etc., etc. Et donc, cette compréhension de la data, cette capacité à en tirer des éléments intéressants, c'est une compétence clé de demain, et cette compétence, elle se base sur des compétences mathématiques. On est dans un monde, on le dit souvent, en tout cas, un peu volatile, qui change, qui a besoin d'agilité. En fait, pour être agile dans beaucoup de secteurs, il faut avoir des thermomètres, il faut savoir comment les choses évoluent. On parle d'IoT et ça va là-dessus, mais dans l'industrie 4.0, l'IoT, c'est quoi concrètement? C'est avoir des capteurs temps réel, si je simplifie bien sûr, je suis désolé, trop simplifié, mais c'est avoir une capacité à avoir des capteurs temps réel sur tout un tas d'éléments de la chaîne de production, de livraison et de la supply chain, et donc de remonter énormément d'informations. Donc le sujet, la valeur n'est pas dans l'information, elle est dans ce qu'on en fait. Donc cette compétence data au sens large, elle est nécessaire pour les ingénieurs comme elle est nécessaire pour les gens qui sortent de Kedge et des écoles de management, mais elle se base au début sur une compréhension mathématique et sur un niveau scientifique minimum. On vit quand même un paradoxe aujourd'hui, c'est que avec toutes ces datas, on fait plein de choses, mais globalement, il y a toujours des gens qui continuent aux États-Unis à dire que la Terre est plate. Là, qu'on n'est pas allé sur la Lune, mais on a fait ça dans la studio, et ça, on a repris
on remet en cause le darwinisme, et tout un tas de choses comme ça. Quoi. Et je dirais que les ingénieurs, les scientifiques au sens large, les gens de la fac, les ingénieurs, on est sous-représentés chez les politiques. Et donc, on arrive aujourd'hui à. Moi, je serais très très heureux un jour, quand on parle de climat, je serais très heureux qu'un jour, qu'un député il fasse la différence entre un kilowatt et un kilowattheure. Ça paraît, mais c'est fondamental. Et après, il parle, et derrière, il n'y a rien qui se passe. Mais pourtant, des data, il y en a. Des gens qui font tourner les ordinateurs, il y en a. Des décisions qui sont prises derrière, c'est très. Pour renforcer la culture scientifique chez les décideurs. Il faut on a parlé avec le président Ancet, il faut que les jeunes se mettent à faire, les jeunes scientifiques, les jeunes ingénieurs se mettent à faire de la politique pour faire bouger les choses dans la cité. On rejoint la nécessité de communiquer. Hein. C'est un enjeu. C'est un autre débat. L'ingénieur du futur, Si je peux dire un truc sur la non-opposition des compétences. Là aussi, c'est un retour d'expérience des formations en partenariat qu'on met en œuvre avec l'État. C'est un succès. Hein. Qui sont de plus en plus de demandes et ça, c'est capital. On peut donner quelques chiffres comme ça pour les gens qui nous écoutent? On est en train de recruter, mais on a été obligé d'ouvrir une nouvelle formation il y a maintenant 3 ans voilà, pour répondre aux besoins des industriels. Ça fait 15 ans, on en sort 60 par an, et tout cela, ils sont dans les PMI de la région et dans les groupes industriels de la région. Et on limite parce que la demande est très forte, à la fois de nos jeunes qui sortent des IUT, des BTS, ils entrent comme ça, et ensuite par les entreprises qui réclament d'avoir des jeunes. On va essayer de terminer avec quelques questions. De la fin, nous avons quelques questions. Avez-vous déjà identifié ou mis en place des formations labellisées Industrie du futur? Rapidement. On va ouvrir en 2022 à Bordeaux un master spécialisé Industrie du futur. Normalement, en partenariat avec l'UNN, ça avance absolument. Ah, super. Donc voilà pour Franck Arac et Dion, je crois. Et deuxième question, selon nous, vous, c'est l'Evolutive Learning Factory. Où on veut pas des plateformes statiques, machin, mais qui se ressourcent en permanence, irriguées par la recherche et par les jeunes entreprises innovantes qui viennent, comme un bac à sable, tester eux-mêmes leur technologie avec les élèves qui sont des cobayes, mais cobayes intelligents. Super. Et deuxième question, selon vous, la pénurie de profils actuels dans l'industrie pourra-t-elle s'atténuer malgré l'évolution et la création de nouveaux métiers? Le souci qu'il y a actuellement, c'est qu'on forme des gens intelligents dans des formations où on sait qu'ils vont dans le mur. Il faudrait, là c'est un problème de communication, il faudrait d'orientation et de communication, il faudrait que tous ces jeunes, on leur dise, mais n'allez surtout pas là, c'est passionnant, c'est d'être fortuné. L'histoire de l'argent, non, je retapé mon historique. Mais les gens qui sortent de là, ils n'ont pas de travail. Alors que, si on leur avait expliqué qu'il y a plein de choses dans les métiers des sciences, au sens large, même chez les médecins, tout ça, il y a vraiment un problème à ce niveau-là. Et justement, là, on essaie de travailler dès le collège, pour introduire le collège dans notre école d'ingénieurs, dans le Fab Lab, pour justement leur donner cet attrait vers les futurs métiers technologiques et pas uniquement donc, la psychologie. Pour répondre à la pénurie, il faut soutenir les filières. Pour répondre directement à la question, moi je pense que la pénurie actuelle de profils, elle pourra s'atténuer grâce à l'évolution et à la création des nouveaux métiers. C'est une chance aussi de renverser l'image des métiers industriels. Parce qu'on voit bien que c'est des métiers qui sont en pleine transformation et qui souffrent de représentation. Voilà, donc il faut attirer la transformation de l'industrie, c'est une chance. Oui, et la prochaine fois, on en invitera aussi. Il nous faut conclure, Marc. Bon, écoutez, je vous remercie à tous. Un petit mot de la fin. Donc vraiment, je n'ai pas beaucoup de temps pour faire une synthèse conclusive. Et puis de toute façon, ce serait très prétentieux d'oser prétendre synthétiser tous les propos qui ont été échangés, mais parmi les mots-clés très forts, c'est que j'ai entendu qu'il y avait des learning factories qui se mettaient en place pour répondre aux besoins de recherche du sens, le rapport au sens réclamé par les étudiants, bien faire la différence finalement entre les apprentissages et finalement là ce qu'on pouvait comprendre, les compétences qu'on pouvait mettre en œuvre, et puis j'ai vu finalement qu'il fallait pas aussi opposer, c'est très intéressant finalement les approches, et qu'il y avait besoin d'une complémentarité entre les disciplines, et finalement aussi des ingénieurs qui allaient être tournés vers l'autre, tournés vers les autres, tournés vers des ingénieurs curieux, inspirants, inspirés et capables de relever les défis de demain.
Je vous remercie beaucoup, messieurs. Écoutez, merci à vous tous pour ces éléments fondamentaux. Et donc, on diffusera le replay très très vite, de façon à justement faire participer un maximum d'auditeurs, disons, à ces recommandations, visions très intéressantes sur les formations et les futurs métiers de demain. Les valeurs humaines sont capitales. Les valeurs humaines sont capitales pour nos conclusions. Merci, au revoir au public. Merci, au revoir. Merci, au revoir.